Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'Union européenne en vue des élections qui auront lieu dans quelques jours. L'image de l'Union européenne s'est progressivement dégradée au sein de l'opinion publique. Fini l'enthousiasme des premières heures, aujourd'hui les critiques fusent. Alors, allégations délirantes ou critiques fondées, parlons-en que l'on sache au moins pourquoi nous allons voter le 26 mai. Ok. L'Union européenne, au début, c'est une idée lancée par Robert Schuman, notre ministre des Affaires étrangères, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont l'objet officiel est d'une part la réconciliation entre la France et l'Allemagne de l'Ouest, et d'autre part la création d'une alliance face aux monstres soviétiques. Elle prend la forme dans un premier temps d'une entente économique, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, dont les membres sont la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1957 est signé par les 6 pays membres le fameux traité de Rome, changeant le sigle de CECA à CEE, Communauté économique européenne. En 1992 est signé le traité de Maastricht où la CEE devient UE, Union européenne, avec la création d'une citoyenneté, d'une monnaie l'euro et d'une politique étrangère et de sécurité commune. Enfin, en 2007 est ratifié le traité de Lisbonne, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Je vous propose dans cette vidéo d'aller fouiller dans ces traités pour comprendre en profondeur le fonctionnement de notre chère Union européenne et éclaircir ses zones d'ombre. Attardons-nous sur la question démocratique qui est une problématique récurrente au sein des institutions en admettant que la démocratie soit directement liée à l'élection, ce qui est contestable mais communément admis aujourd'hui par nos politiques. Étudions alors le fonctionnement des institutions sous l'angle de la représentation. L'Union européenne, pour définir les politiques à suivre, dispose de 3 institutions. La Commission européenne, composée de 27 commissaires nommés par les chefs des États membres, donc un par État. Le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des pays membres, et le Parlement européen, dont les députés sont élus au suffrage universel par les citoyens. Le Parlement européen est donc la seule institution dont les membres sont élus directement. Cela nous permet d'introduire la première critique que l'on formule généralement sur l'UE, à savoir son manque de légitimité démocratique. De plus, les députés n'ont pas l'initiative des lois, c'est la Commission qui en dispose. Le Parlement ne fait qu'amender, c'est-à-dire retoucher ce que la Commission propose. Le Parlement covote également les lois à la procédure législative ordinaire, c'est la voie classique pour l'application d'un texte de loi, avec le Conseil de l'Union européenne. Ces 2 institutions doivent se mettre d'accord pour que le texte de loi soit appliqué. Ceci soulève déjà un problème démocratique, mais c'est un problème de surface, et je vous propose de creuser. D'emblée, une faille apparaît. Le Conseil européen est composé de ministres en exercice qui sont membres de l'exécutif dans leur pays. Ils endossent ici le rôle de législateur, ce qui est une violation évidente du principe démocratique de séparation des pouvoirs. Tout le monde s'accorde à dire qu'une démocratie ne peut exister sans la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Cependant, il y a plus troublant encore. Il existe en plus des procédures législatives ordinaires, des procédures législatives spéciales, où le Parlement n'est pas consulté, et si jamais il est consulté, en réalité peu importe son avis. Il n'y a que celui du Conseil de l'Union européenne qui compte véritablement. Et est-ce que les traités précisent dans quel cadre ces procédures sont appliquées ? Les procédures législatives spéciales sont, comme leur nom l'indique, l'exception à la procédure législative ordinaire. Elles sont utilisées dans certains domaines politiques plus sensibles. Contrairement au cas de la procédure législative ordinaire, le TFUE ne décrit pas de manière précise les procédures législatives spéciales. Leurs règles sont définies au cas par cas par les articles du traité qui édictent les conditions de leur mise en œuvre. Donc attendez, on instaure une procédure législative spéciale dont on ne définit pas le cadre d'application ? Application qui s'effectuera de manière arbitraire par la Commission au cas par cas ? Sentez-vous planer l'ombre de la filouterie ? Si on sent que le Parlement ne va pas être d'accord, on l'évince de la procédure en la rendant spéciale. Ce sont des lois, des directives, sans Parlement. Prenons l'exemple du maïs OGM TC 1507. La Commission propose un texte de loi en 2014 autorisant la culture de ce maïs OGM américain et demande l'avis du Conseil des ministres et du Parlement. Le Parlement, 385 voix contre, 201 pour et 35 abstentions. Le Conseil, 19 contre dont la France, 5 pour et 4 abstentions. Donc les 2 institutions sont dans une large majorité contre le projet. Eh bien c'est tout de même passé.
Parce que c'était une procédure législative spéciale, donc on consulte le Parlement mais son avis n'a pas de poids, et on consulte le Conseil des ministres, mais il faut à celui-ci une majorité qualifiée pour que le projet de loi soit écarté. La majorité qualifiée, je vous rappelle, c'est quand le taux de vote représente au moins 65% de la population européenne. Les représentants ont un poids dans les votes proportionnel à la population qu'ils représentent. Libération, un peu choqué tout de même du fait que l'on autorise la culture d'un maïs américain dont personne ne veut, pousse l'analyse très loin en nous expliquant que le projet est passé parce que les rouages de la démocratie européenne sont ce qu'ils sont. Une critique fort courageuse. Et ce n'est pas fini puisque la Commission dispose également d'actes non législatifs, évinçant encore une fois le Parlement de la procédure, qui se distingue entre les actes délégués et les actes pris sur le fondement direct des traités. Là encore c'est flou, mais cette procédure est employée dans des domaines tels que le droit de la consommation, la politique agricole commune, la protection des données personnelles, la réglementation financière ou encore les fonds structurels. Bref, des bricoles. Et le Parlement n'en voit pas la couleur. Si l'on doit résumer, le pouvoir dont dispose le Parlement est d'une part partagé avec le Conseil de l'UE, donc l'exécutif, et d'autre part dépendant des textes proposés par la Commission, nommés une fois de plus par l'exécutif, mais aussi dépendant de la procédure que celle-ci veut bien appliquer. Voilà le rôle véritable du Parlement au sein des institutions européennes. Malgré tout, il est vrai que le Parlement vote le budget de l'Union, avec le Conseil des ministres, ce qui constitue en soi un réel pouvoir. Du moins, disons que son vote compte véritablement cette fois-ci, et qu'il contrôle à lui seul les dépenses de l'UE. Il n'empêche qu'au regard du fonctionnement institutionnel, la dénonciation d'une Europe technocratique et antidémocratique jusque-là se tient. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Et qu'en est-il du pouvoir judiciaire ? Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour 6 ans par les gouvernements des États membres après consultation du comité prévu par l'article 255. Mais la carrière des juges dépend donc des ministres, toujours l'exécutif qu'ils sont censés juger. N'y a-t-il pas un léger conflit d'intérêts ? On peut en conclure qu'au sein de l'Union européenne, la notion de séparation des pouvoirs et donc de démocratie est bien malmenée. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Poursuivons sur les institutions européennes. Si on parlait de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Là aussi, il y a matière à questionnement. Tout d'abord, la BCE n'est responsable devant personne. Elle est complètement indépendante. Indépendante des États membres, des institutions de l'Union européenne et des citoyens. Les membres de la banque sont inattaquables légalement et ils ont droit à une discrétion absolue. C'est elle qui se charge de la politique économique européenne. Le Parlement dispose tout de même d'un droit de regard sur les agissements de la BCE. Cette dernière est notamment obligée de lui présenter un rapport de ses activités annuelles, mais c'est le Parlement. Les députés peuvent poser des questions au président de la BCE, qui est depuis 2011 Mario Draghi, dont vous avez dû entendre parler. Mais voilà, ça s'arrête là. On a l'impression que ce Parlement, il est là, c'est incontestable, mais bon. Une des premières choses que l'on peut relever, c'est que les États membres ne créent plus leur monnaie et n'ont plus le droit d'emprunter ni à leur Banque Centrale Nationale, ni à la BCE, article 123 du TFUE. Ça ne veut pas dire grand chose comme ça, mais en réalité c'est crucial. Parce que si nos États ne peuvent plus emprunter à leur Banque Centrale Nationale, ils doivent emprunter sur les marchés financiers. Mais quand on emprunte à des banques privées, il y a un taux d'intérêt qu'il n'y a pas quand un État emprunte à sa banque nationale. Donc en réalité, on crée de la dette publique presque artificiellement, et on la fait grimper au profit d'organismes privés qui peuvent ensuite s'en servir comme d'un outil de pression. Je vous renvoie à mon meilleur des mondes sur la dette publique. En réalité, cet état de fait existe depuis Maastricht, même depuis Pompidou avec la fameuse loi de 1973 et même avant. En fait, cela fait bien longtemps que la France en particulier n'emprunte plus à taux zéro et que notre dette publique ne fait que grimper. Cependant, c'est tout de même intéressant de souligner que maintenant, c'est tous les États membres de l'UE qui sont contraints d'abandonner leur pouvoir monétaire au profit de banques privées
et que désormais c'est institué au niveau européen. Le deuxième point que l'on peut aborder à propos de la BCE, c'est sa lutte acharnée contre l'inflation. Empiriquement, lorsqu'on lutte contre l'inflation, on condamne les peuples à un taux de chômage élevé. Je vous renvoie aux travaux de William Phillips et à sa fameuse courbe. Il est probable que la BCE, consciemment, condamne les peuples à un chômage de masse indirectement en luttant contre l'inflation. L'inflation, je vous rappelle, c'est la perte de valeur d'une monnaie qui engendre une hausse générale des prix. Évidemment, l'inflation n'est pas un problème pour les citoyens dont le salaire est indexé. Mais c'est un problème pour les gros épargnants puisqu'ils voient leur fortune fondre progressivement. Cette lutte contre l'inflation est, je vous le rappelle, la mission principale de la BCE. L'objectif principal du système européen de banque centrale, ci-après dénommé SEBC, est de maintenir la stabilité des prix. Article 127 du traité de Lisbonne. L'inflation est tombée à son plus bas niveau depuis 3 ans dans la zone euro. Le rythme de croissance des prix à la consommation a fortement ralenti au mois d'avril, au point d'atteindre son plus bas niveau depuis février 2010 et sa plus forte baisse mensuelle depuis plus de 4 ans. Selon les données de Eurostat, le taux d'inflation en rythme annuel a chuté de 1,2% au mois d'avril en zone euro. Le ralentissement est plus net que prévu. Les économistes anticipaient une inflation de 1,6% sur un an. Ce rythme de 1,2% conforte les prévisions de baisse des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne jeudi prochain. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est la hausse du chômage calculée sur le mois de mars. Eurostat montre que le chômage touche 12,1% de la population active en zone euro, après 12% en janvier et en février. Pour la tranche d'âge qui va de 16 à 25 ans, le taux de sans-emploi monte à 24%. 19 200 000 personnes sont au chômage désormais dans la zone euro. Ce chiffre marque un autre record depuis l'introduction de la monnaie unique en 1999. De plus, disposer d'une monnaie unique au sein d'un groupe de 27 États aux économies hétérogènes est une aberration technique. Il y a un vrai problème au niveau de l'euro. La Grèce, elle n'est pas zéro, elle est à -1 quand même d'inflation. Donc déflation sévère en Grèce, l'objectif normal en Allemagne. Donc évidemment, il y a un petit problème pour la Banque centrale de savoir ce qu'on fait. Parce que vous avez des économies qui sont extrêmement divergentes. Et évidemment, ce serait bien d'avoir des politiques coordonnées, des stratégies industrielles européennes. Le problème, ça fait 15 ans, on voit qu'il y a strictement rien. Que chacun fait jeu tout seul dans son coin, en particulier l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, ça réussit parce que justement, elle fait jeu, elle a une politique un peu de cavalier solitaire, voire de parasite par rapport à ses voisins, parce qu'on est bien d'accord que si aujourd'hui l'Allemagne avait un marque, il se passerait... Vous défendez... L'Allemagne, il se passerait quoi si l'Allemagne avait un marque aujourd'hui? Le marque serait beaucoup évidemment que le marque serait plus fort, mais une monnaie, ça sert à réguler les écarts de compétitivité entre pays. Là, vous l'avez bloqué. Enfin, toujours en rapport avec la politique économique, nos États n'ont plus le droit de limiter la circulation des capitaux, article 63 du TFUE. Les entreprises disposent d'un droit d'établissement dans les différents États, ce qui signifie qu'elles s'implantent un peu partout comme elles le veulent. Par conséquent, les États représentant l'intérêt public sont encore une fois impuissants face aux intérêts privés incarnés par les grandes multinationales et leur stratégie d'implantation. C'est donc l'institutionnalisation de la délocalisation, entre autres. Je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. En plus de ça, les multinationales sont bien présentes à Bruxelles pour tenter d'influencer les politiques de l'Union. Nous sommes sur le rond-point Schuman. C'est vraiment l'épicentre du pouvoir politique en Europe. On trouve autour de cette place plusieurs grandes institutions de l'Union européenne. Comme ici, la Commission européenne. Là, le bâtiment du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen est à 1 kilomètre d'ici, dans cette direction. Il y a également sur cette place et aux alentours les bureaux d'innombrables officines de lobbying et d'entreprises qui disposent ici d'une antenne chargée de peser sur les décisions de l'UE. Dans cet immeuble là-bas, vous avez les services de lobbying de British Petroleum, de Statoil et du géant du tabac Philip Morris.
Sur l'avenue de Kortenberg, on trouve plein d'autres multinationales, comme le géant de la chimie BASF. Bruxelles est la deuxième capitale du lobbying de la planète, derrière Washington, qu'elle est d'ailleurs en train de rattraper à toute vitesse. Pour ce qui concerne la PAC, la politique agricole commune, nos agriculteurs français sont en concurrence avec les autres agriculteurs européens, puisqu'il n'y a pas de contrôle sur les mouvements des hommes et des marchandises au sein de l'Union. Les minimums sociaux étant différents d'un pays à l'autre, on joue au même jeu d'une nation à l'autre, mais pas avec les mêmes règles. Par conséquent, les pays sans protection sociale sont avantagés. Inévitablement, notre agriculture en pâtit et décline progressivement, puisque nous on a le SMIC, à tel point qu'aujourd'hui, un agriculteur en France se suicide tous les 2 jours. Alors il faudrait quoi? Renoncer au SMIC pour regagner en compétitivité? Et oui, puisqu'il ne peut plus y avoir de dévaluation monétaire. Notre seul moyen de regagner de la compétitivité, c'est la dévaluation interne et donc la baisse des salaires. Avant la création de l'Europe, les États européens se concurrençaient de façon artificielle grâce à des dévaluations offensives de leur monnaie. En diminuant la valeur de leur monnaie, les produits exportés redevenaient moins chers. Ils gagnaient ainsi en compétitivité. Aujourd'hui, avec l'euro, il n'y a plus qu'une seule politique monétaire pour tous les États et donc un seul taux de change. Cependant, ce taux doit pouvoir correspondre aux intérêts de tous les pays de la zone euro. Pourtant, au sein de l'Europe, il existe plusieurs États et donc plusieurs modèles de fonctionnement. Les États européens doivent alors adopter des stratégies pour s'adapter. Limiter leur coût du travail ou se positionner sur des produits haut de gamme, par exemple. Ce taux est ainsi particulièrement favorable à un pays comme l'Allemagne. En effet, le modèle allemand se caractérise par sa maîtrise des coûts du travail. Les entreprises allemandes négocient fortement les niveaux de salaire avec les syndicats. Est-ce qu'à défaut d'aider nos pauvres agriculteurs, l'Europe apporte un peu de paix? L'Union européenne a tout de même obtenu le prix Nobel de la paix en 2012. L'Union européenne et ses prédécesseurs ont, au cours de ces 6 dernières décennies, contribué à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Déclaration du comité Nobel. C'est vrai qu'en dehors de l'épisode des Balkans, il n'y a plus de guerre depuis 1945 sur le continent européen. Mais on peut l'expliquer autrement que par la création de l'Union. Aujourd'hui, une guerre entre 2 puissances européennes engendrerait une destruction assurée de ces 2 puissances. Rappelez-vous, c'est la doctrine MAD qui ne s'applique pas qu'à la Russie et les États-Unis. Par conséquent, il paraîtrait plus sensé d'expliquer ainsi le pseudo-état de paix en Europe. D'ailleurs, la défense européenne dépend exclusivement de celle de l'OTAN, qui n'est pas du tout sous contrôle européen. Rajoutons qu'effectivement, il n'y a plus de guerre sur notre continent, mais avec l'OTAN, les guerres, ce n'est pas ce qui manque. Alors l'Union européenne, c'est la paix? Oui et non, et n'est-ce pas la paix qui a rendu possible l'Union plutôt que l'inverse? Donc l'argument de l'Europe, c'est la paix, mis à part ressembler à un slogan venu tout droit d'un roman d'Orwell, paraît un peu facile. Peut-être serait-il temps de disposer d'une armée européenne, me direz-vous? Et moi de vous répondre que c'est certainement une très mauvaise idée, surtout vu le contexte d'insurrection hebdomadaire dans lequel nous vivons. L'histoire nous montre aussi que quand il y a beaucoup de peuples réunis pour tempêter, là l'armée met les crosses en l'air, parce que c'est son propre peuple, parce que il y a ses enfants là-dedans, il y a ses parents, quand c'est les manifestations avec des mamies, avec des enfants, et qu'il y en a beaucoup, là l'armée ou la police lève les crosses, et les tyrans craignent ça plus que tout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ce que Juncker fait, c'est une force internationale où on va nous envoyer en France des militaires allemands ou d'autres pays et ukrainiens et inversement, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette proximité populaire. Familiale. Ouais. Et de façon à ce que même s'il y a beaucoup de monde, l'armée tire. Imaginez si aujourd'hui les gilets jaunes faisaient face à des policiers roumains ou slovaques. Il y aurait peut-être beaucoup plus de violence des 2 côtés. Je tiens à préciser que je ne confonds pas ici l'armée et la police, mais en cas de débordement grave, c'est bien l'armée que l'on envoie. Abordons maintenant la question de la politique étrangère commune. L'Europe a comme ambition affichée de faire contrepoids à la puissance américaine. Alors qu'en est-il? L'idée qu'on va créer de but en blanc comme ça une diplomatie européenne, c'est complètement inatteignable. C'est l'exemple même typique de la chimère, de l'illusion qui entraîne des désillusions. Mais les services de Madame Ashton sont quand même très actifs et même en pointe sur certains dossiers. Le Kosovo, les relations avec les voisins de l'Est et même le nucléaire iranien. Bien sûr, ils font de leur mieux, mais enfin ça ne pèse pas par rapport, si vous demandez aux dirigeants chinois ou à Obama, etc., ça ne compte pas. Mais c'est pas une critique contre eux.
C'est insoluble en fait. L'Union européenne n'a jamais de position. Il n'y aura jamais de puissance diplomatique européenne. Il y en aurait au bout d'un long processus. Je crois que Jacques Delors lui-même parlait d'une nécessaire longue maturation. En effet, l'Union européenne n'a pas de représentant à l'international et ne prend pas de position commune, que ce soit politiquement ou militairement, puisqu'en réalité, elle ne peut pas prendre position. Les 27 pays la composant sont trop différents et n'ont clairement pas les mêmes intérêts. Par conséquent, prétendre avoir une politique étrangère commune semble quelque peu absurde. Pour finir, parlons de la prétendue indépendance européenne face à la suprématie américaine. Prenez Mario Draghi, actuel président de la BCE, ancien vice-président de Goldman Sachs, grande banque américaine. Prenez Peter Sutherland, ancien président de Goldman Sachs International, aujourd'hui considéré comme l'artisan des grandes libéralisations de l'Union européenne. Prenez Barroso, président de la Commission européenne pendant 10 ans, embauché dès la fin de son mandat chez Goldman Sachs. Prenez Luca Papademos, ancien conseiller fédéral de la Banque de Boston et gouverneur de la Banque de Grèce lorsque celle-ci intègre l'Union européenne, qui devient ministre du gouvernement grec sans élection. Et d'ailleurs, devinez quoi? Qui falsifia les comptes de la Grèce pour que celle-ci intègre l'Union? Papademos, avec l'aide de Goldman Sachs. Voyez le résultat aujourd'hui. Donc, mis à part constater la forte présence des banques américaines au sein des institutions de l'Union européenne, et même au sein des gouvernements nationaux, il est difficile d'apercevoir un quelconque contrepoids. Cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde. Cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains. Cette Europe du chômage importé. Cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable. Cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États. Cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage. Je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Finalement, cette Europe fondamentalement antidémocratique, asservie aux lobbies, aux multinationales et vendue aux banques, n'est-elle pas un prolongement de nos politiques nationales? Quant à tous nos politiciens qui depuis 30 ans nous vendent le slogan « pour une autre Europe », alors que la seule chose dont ils vont disposer, c'est de quelques dizaines de sièges dans un parlement de 750 places, cerné par les lobbies et dont le rôle est plus que limité, non chers politiciens, et vous le savez, vous ne changerez rien. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé, et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Merci camarades d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et n'oublie pas, fais passer l'info.